Bon, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Gori aujourd'hui. Il est bien connu des psychologues, psychanalyste, professeur émérite de psychologie et de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille, président de l'Appel des Appels, cette démarche transversale qui regroupe des professionnels du soin, de la culture, de l'éducation, de la justice. Un appel qui a déjà 12 ans d'âge et dont j'engage à relire la charte, c'est ce que j'ai fait hier, et vous verrez combien elle est encore d'actualité à l'aune de la crise sanitaire que nous vivons et des décisions politiques aussi qui sont prises, pour ne parler que celles qui concernent les libertés publiques. Alors Roland Gori a écrit plus de 20 ouvrages, écrit de nombreux articles, s'est toujours attaché à faire le pont entre des disciplines différentes comme l'histoire, la science politique, la sociologie et puis bien sûr la psychologie et la psychanalyse. C'est avant la pandémie que Roland Gori a commencé à écrire son dernier livre, dont il va nous parler aujourd'hui. Et il y a intégré aussi les événements majeurs que nous traversons, puisque l'année n'est pas terminée, et des événements dont nous n'avons pas encore épuisé tous les effets de sidération sur le plan individuel et collectif. Alors pour commencer, nous souhaiterions que vous reveniez sur le concept d'effondrement. Un effondrement dont vous dites qu'il a déjà eu lieu. Alors dans le domaine de la collapsologie, les discours de l'effondrement conduisent souvent à du découragement, de l'impuissance et parfois du nihilisme. L'effondrement est bien connu dans le domaine de la santé de la santé mentale, sur le plan psychique. Il se traduit actuellement par d'augmentation des troubles anxieux qui est relevé dans de nombreuses enquêtes nationales et internationales. Un article du Monde hier, d'ailleurs, évoque l'augmentation des tentatives de suicide et du risque suicidaire chez les enfants, et c'est pointé par des pédopsychiatres français. Alors, de quel effondrement parle-t-on? Le sous-titre de votre livre évoque une défaite des croyances. Alors, de quelles croyances et de quelle défaite nos représentations mentales et sociales sont-elles imprégnées? Comment penser le monde actuel et à venir? Faire le deuil des illusions pour rendre vivace la dignité de penser, le titre d'un autre de vos ouvrages. Bien, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et d'abord, un grand merci aux organisateurs du colloque et en particulier à Françoise Dalia de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Et je crois que le thème de votre colloque qui porte la question de l'épidémie de Covid-19 comme un analyseur finalement des dysfonctionnements sociaux et symboliques rejoint effectivement totalement la problématique de mon dernier livre, que vous avez bien voulu citer Françoise. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances, l'étrange défaite, c'est bien sûr en référence au livre de Marc Bloch sur la défaite de 1940. Alors, vous avez également mentionné ma proximité avec le concept de Gauthier, c'est un article de 1974, comme vous savez, et dans lequel il pose que l'effondrement que nous craignons, ou le vide, ou la dépression que nous craignons dans le futur, nous l'avons déjà traversé comme événement dans le passé, mais sans avoir la capacité psychique de l'éprouver ou de le penser. Nous pouvons avoir même le souvenir, c'est fréquent dans des traumatismes consécutifs à des guerres ou à des troubles divers et variés ou à des actes de terrorisme. Nous le savons, mais en même temps, c'est comme si nous nous étions absentés au moment où cela s'était produit et nous n'avons pas, je dirais, la capacité psychique de métaboliser, d'élaborer justement cet événement que nous avons traversé et dont le choc est d'autant plus délétère et nocif qu'il n'a pas été reçu par un organisme social ou psychique à même de se préparer. C'est toute la question, comme vous savez, en psychanalyse, de la sidération, de l'effraction que produit un événement, quel que soit d'ailleurs son degré d'intensité ou sa violence. C'est surtout l'état d'impréparation, de sidération, qui est en lui-même, je dirais, le vrai traumatisme. Et je crois que c'est ce à quoi nous avons assisté avec l'épidémie de Covid-19. Je vais y revenir.
En effet, la crise sanitaire et son cortège de crises sociales, politiques, économiques, pour moi, ne sont rien d'autre que, je dirais, l'expression, les symptômes aujourd'hui d'un effondrement qui a déjà eu lieu, celui du paradigme, bien sûr néolibéral, mais d'une manière plus générale, du paradigme qui a porté au plus haut les principes fondateurs de nos sociétés thermo-industrielles. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je trouve très intéressant les alertes écologiques et les alertes de la collapsologie qui remarquent les signaux rouges aujourd'hui de l'Anthropocène, mais je les analyse davantage comme des symptômes, si vous voulez, d'un effondrement qui a déjà eu lieu, celui de nos catégories de pensée, celui de nos habitus sociaux, celui de nos capacités de juger. Effectivement, c'est le thème de mon dernier ouvrage. Alors, pour introduire justement ces différentes thèses, je vais d'abord vous proposer, c'est un peu mes habitudes, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, deux citations. La première est de Paul Valéry, La crise de l'esprit, 1919, dans la citation dans laquelle il écrit « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Vous aviez entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous les hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leur académie et leurs sciences pures et appliquées, avec leur grammaire, leur dictionnaire, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Mais les naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Déjà, par rapport à votre question, pour faire simple, à un mot commençant, je dirais que les croyances dans une évolution quasi naturelle des sociétés, les croyances dans le progrès apporté par la technologie, dont finalement la sagesse ne serait que le résidu, ces croyances-là de la fin du 19e siècle et du début du 20e sont totalement effondrées, effondrées au sens même, je dirais, d'un terme de cuisine. L'effondrement en cuisine, c'est l'évidage d'un animal, c'est-à-dire c'est vider de sa substance un animal. C'est ce qui s'est produit, je dirais, depuis déjà plus d'un siècle. On pourra revenir là-dessus. Je trouve intéressant d'ailleurs que le texte de Valéry date de 1919, c'est-à-dire c'est le premier moment, je dirais, dans l'histoire de notre civilisation où il y a véritablement un effondrement du système social et symbolique à partir duquel nous pouvons penser. La deuxième citation, elle est de Kim Harper, qui a écrit sur comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome. Je trouve que c'est très intéressant parce que, si vous voulez, ça rend compte d'une certaine manière de ce qui est peut-être en train de se produire aujourd'hui. Je vous donne la citation de Kim Harper, elle est un peu longue, mais je pense qu'elle en vaut la peine. Il écrit « Les Romains ont fait l'expérience de ce paradoxe. Ils étaient désespérément pris dans le cercle vicieux de leur marche en avant, avec ses répercussions écologiques malheureuses. Tous les indices pointent en direction d'un empire où planait en permanence sur la population un danger pathogène, malgré et d'une certaine manière à cause des succès de l'économie. » Donc, si vous voulez, avec, je dirais, l'Empire romain, on a un premier exemple de mondialisation, de globalisation, où incontestablement l'expansion territoriale et économique, avec l'urbanisation bien évidemment, s'accompagne des facteurs pathogènes qui vont détruire justement cette construction. Il le dit d'ailleurs de manière très intéressante aussi, Kim Harper, c'est un livre un peu volumineux, hein, 600 pages, mais vraiment très intéressant, dans lequel cet historien américain précise, je le cite, « L'expérience romaine est bien plus importante en tant qu'épisode d'une histoire en cours, au point d'être le point final d'un ancien monde irrémédiablement perdu. La rencontre romaine avec la nature pourrait constituer le premier acte d'un nouveau drame qui n'est pas terminé. Un monde précocement global où la revanche de la nature commence à se faire sentir malgré l'illusion persistante de la nature. Tout cela pourrait bien avoir un air familier. » Donc, vous voyez, il le remarque lui-même dans cet ouvrage de 2017, n'est-ce pas ? Ça ressemble étrangement à ce qui est en train, si vous voulez, de se produire. Alors,
peut-être que tant pis si je suis dans le chapelet des citations. Vous savez que je suis un passionné de Walter Benjamin, dont le rêve était d'écrire un ouvrage constitué uniquement de la citation, la création provenant en quelque sorte de l'organisation syntaxique des dites citations. Alors, je pense que c'est très important pour des psychologues, si vous voulez, de se rendre compte de leur proximité avec les historiens. Et effectivement, dans le dernier livre, finalement, l'avenir, eh ben, ça consiste à devoir repenser le passé pour éviter le renouvellement des tragédies. Et c'est un point qui est très important. Les psychologues et les historiens savent que le malheur des hommes est de ne pas tirer les leçons de l'histoire et de se précipiter dans l'oubli. L'oubli, voilà la cause principale de notre malheur. Donc là encore, je vais citer mon écrivain préféré, Walter Benjamin, qui précise ce que j'entends par histoire, ce que j'entends par passé. Benjamin écrit « Articuler historiquement le passé ne signifie pas le connaître tel qu'il a été effectivement, c'est le mythe positiviste, mais bien plutôt devenir maître d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant d'un danger. » Et c'est ce travail de Benjamin rejoint par ailleurs, mais là je n'ai pas le temps d'en parler, mais des travaux comme ceux de Marc Bloch, de Jean-Pierre Vernant, de Paul Veyne et d'autres historiens, et d'Irénée Marou, d'autres historiens qui insistent aussi sur ce point. Juste citer Marc Bloch, puisque, encore une fois, il est ma référence dans ce dernier ouvrage par rapport à son travail d'écriture de juin à septembre 1940 sur l'étrange défaite, si vous voulez, de la France en 1940, où d'une certaine façon, c'est moins, je dirais, l'armée allemande qui a gagné la guerre que l'impréparation de l'armée française qui a favorisé, en élevant une ligne Maginot, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire souvent par rapport aux différents chocs sanitaires et économiques, c'est une ligne Maginot qui, comme vous le savez, n'a pas servi à grand-chose puisque les Allemands sont passés par le Nord. Marc Bloch écrit un point qui est essentiel, je pense, et pour les historiens, et pour les psychologues, et pour les politiques d'une certaine manière. Le proche passé est, pour l'homme moyen, un commode écran. Il cache les lointains de l'histoire et leur tragique possibilité de renouvellement. Alors, comme vous l'avez dit, Françoise, ce livre, il a été écrit à la veille de l'épidémie de Covid-19. Je l'ai terminé au cours des vacances de février. Et finalement, il contenait un message un peu prémonitoire. Les catastrophes climatiques, les catastrophes sanitaires, les catastrophes écologiques, sociales et politiques ont lieu aujourd'hui parce qu'elles se sont déjà produites dans le passé sans que nous ayons été capables de les élaborer et de tenir compte des leçons de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que reprenant une citation de Jean-Pierre Vernant, que lui-même empruntait à Ignace Meyerson, lorsqu'il dit « l'esprit est dans les œuvres », ça veut dire tout simplement et tout bêtement que toutes nos réalisations, tous nos actes, toutes nos pratiques aussi bien sociales que notre rapport, si vous voulez, à l'économie, à la nature et aux autres, tout cela, ce sont, je dirais, les œuvres de l'homme à un moment donné qui ne sont que la matérialisation de son esprit, c'est-à-dire des catégories de pensée et de jugement qui sont les siennes. Et justement, c'est parce que nous oublions, de par ce que les historiens appellent aujourd'hui le présentisme de notre époque, l'actualisme technique, comme disait Nicolas Berdyaev, c'est parce que nous oublions, sous l'effet justement du présentisme, les leçons de l'histoire, que nous nous trouvons dans un état d'impréparation. Et c'est cet état d'impréparation qui est la cause, encore une fois, du traumatisme. Ce n'est pas le virus, si vous voulez, c'est en quelque sorte l'état dans lequel les sociétés font face, si vous voulez, à ce virus. Il ne faut pas oublier, par exemple, je rappelle, justement par rapport à la question de l'oubli, je rappelle très vite que cette épidémie de Covid-19 est la troisième épidémie de bêta-coronavirus en moins de 20 ans. Donc, et sans compter la grippe H1N1 en 2009. Donc, encore une fois, on sait depuis longtemps, l'OMS avait dressé en 2003 le portrait du virus tueur de l'humanité. Il était très contagieux et peu létal.
c'est exactement ce à quoi nous assistons. Et d'ailleurs, tous les épidémiologistes, tous les microbiologistes insistent aussi là-dessus. Il y a une espèce d'interdépendance entre l'hôte et le virus. Et on va dire que le paradigme, si vous voulez, pasteurien du microbe comme source de la maladie ne tient plus. On sait bien qu'il y a justement une coévolution, une interdépendance entre les organismes hôtes et puis les microbes qui les infectent. C'est un point très important, ça s'appelle d'ailleurs le phénomène de la reine rouge, c'est-à-dire que les organismes comme les virus se transforment au fur et à mesure de l'avancée des épidémies. Donc, l'OMS nous avait avertis, nous savions très bien que les virus, et les bactéries d'ailleurs, pas que les virus, se diffusaient sur la planète, que biotope, c'est-à-dire que, par exemple, quand j'évoque les Romains tout à l'heure, mais on y reviendra, il y a toutes les civilisations qui, en quelque sorte, développent à un moment donné leur économie, eh bien, accompagnent ce développement d'une altération du cadre naturel, déforestation, érosion des sols, hyperproduction agricole, etc. Et donc, nous savons depuis très longtemps que ces périodes-là sont propices en même temps à des épidémies, donc à la destruction des sociétés qui justement se développent sans s'accompagner de prudence, sans s'accompagner de sagesse. On sait aussi, par exemple, également que dès 1997, le président américain Bill Clinton avait, lui, compris très vite. Il faut lui rendre cet hommage parce qu'il va y faire référence tout au long de sa présidence et dans ses derniers discours, que la véritable menace est moins la guerre nucléaire que la guerre du bioterrorisme et les épidémies. Et d'ailleurs, en 2003, les États-Unis vont créer un ministère de la sécurité qui rassemble à la fois le ministère de la Santé, vous voyez, et le ministère de la Défense. C'est très intéressant parce que ça veut bien dire qu'on savait, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, vous voyez, on savait très bien qu'il y avait ce qu'on appelle des tempêtes microbiennes qui se préparaient et il fallait simplement, je dirais, s'ajuster à les recevoir et à les traiter. Je fais aussi référence à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est l'historien des épidémies, Patrick Zilberman, qui écrit « Nous avons beau disposer des données démontrant la possibilité d'une catastrophe future, nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas ce que nous savons, et dès lors, c'est la question tient à la croyance et non pas au savoir. Pour persuader les hommes, le porte-parole du catastrophisme doit adopter la position du prophète, prophétiser une catastrophe dont il espère qu'elle ne se produira pas afin qu'elle ne se produise pas. » C'est un point très important. J'ai fait un article dans une revue qui s'appelle Anthropocène, si vous voulez, là-dessus. La différence entre, je dirais, les modernes, les anciens et les modernes, c'est que les anciens croyaient à la catastrophe sans avoir les moyens scientifiques de le savoir, alors que nous savons que nous produisons les facteurs propres à une catastrophe, mais nous n'y croyons pas. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, ce point, s'il vous plaît, ce sur quoi je voudrais insister, c'est justement non pas réduire la société à l'individu ou l'individu à la société, mais par un éclairage réciproque, dire que ce que la psychanalyse nous a appris, c'est que le véritable traumatisme, je vous l'ai dit, le véritable traumatisme, ce n'est pas l'intensité des chocs que reçoit un sujet, mais bien son état psychique à recevoir ces chocs, à s'y préparer. Et c'est là où on voit d'ailleurs la fonction de signal de l'angoisse. Et nous savons, nous, très bien que le véritable traumatisme, dans les névroses traumatiques ou dans le stress post-traumatique, proviennent d'un état de sidération qui fait effraction de l'événement, faute de pouvoir se préparer à le recevoir et à le traiter. Et nous trouvons la même chose au niveau des sociétés. Je ne vais pas le développer, mais quelqu'un comme Jeanne Naiman a montré que la cause d'un traumatisme, dit-il, c'est 50% le choc de l'environnement et 50% l'état d'impréparation de la société. Or ça, c'est exactement ce que nous avons. Et nous allons recommencer, il ne faut pas se tromper, c'est là où les historiens, les psychologues ont une fonction d'alerte. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'oublier, on entend bien
aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'opinion, combien les gens voudraient vivre comme avant et oublier ce qui s'est passé. Et vite qu'on nous trouve un vaccin ou un traitement, quelque chose qui nous débarrasse de cette épidémie. Sauf que c'est une absurdité psychologique, c'est une absurdité politique, pour la bonne raison, par exemple, que la décongélation, si vous voulez, de la calotte de l'Antarctique glaciale, ce qu'on appelle le permafrost, va libérer des dizaines de milliers de microbes, virus et bactéries, et qu'il n'y a pas si longtemps encore, un enfant de 12 ans inuit est mort de par la décongélation d'un renne qui avait été contaminé par l'anthrax. Donc, vous voyez, on voudrait oublier vite, vivre comme avant, n'est-ce pas? Et c'est un point très important pour des psychologues comme pour des politiques, encore une fois, alors même qu'il faudrait se souvenir et savoir que une fois ce virus en quelque sorte traité, pour autant que nous puissions en avoir les moyens, il y aura d'autres tempêtes microbiennes. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et donc, si vous voulez, c'est une évidence dans l'histoire, et le drame, c'est qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, nos choix éducatifs et culturels, je ne parle même pas de ce ministère de l'Éducation nationale qui est une catastrophe, n'est-ce pas? Mais le drame, c'est que nos choix, justement, éducatifs et culturels ne donnent plus sa juste place dans nos apprentissages à des choses comme l'histoire ou comme les humanités, les sciences humaines et sociales. Et donc, c'est une évidence dans l'histoire, et l'histoire montre que les sociétés s'effondrent sous l'impact conjugué des troubles climatiques et épidémiques. C'est très vrai au niveau de la chute de l'Empire romain, n'est-ce pas, qui traverse ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, n'est-ce pas, avec toutes les épidémies de variole, de peste, etc. Et en même temps, des troubles sociaux à l'intérieur. Et ça, c'est très important parce que, en gros, nous avons là, si vous voulez, les conditions semblables, elles ne sont pas identiques, mais semblables en quelque sorte, si vous voulez, à la situation aujourd'hui. L'Empire romain s'est effondré parce qu'il s'est étendu, parce qu'il a été capable d'une croissance à la fois territoriale et économique qui a favorisé l'urbanisation, les échanges commerciaux et militaires, et qui a donc altéré son biotope et l'a exposé davantage au climat et aux épidémies. Donc, vous voyez, c'est pour ça que Killarper pose bien que c'est peut-être moins un épisode d'histoire, cette chute de l'Empire romain, que le premier acte d'une tragédie, celle de la globalisation, dont nous sommes aujourd'hui, bien sûr, partie prenante. C'est-à-dire que toute globalisation marchande, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, doit nécessairement, et c'est cela l'impasse de nos sociétés, doit nécessairement s'accompagner de dispositifs de protection sociale et sanitaire globaux, de quoi tous nos États s'exposent à un dérèglement systémique global et à un effondrement. Voyez, et c'est un point qui est extrêmement important, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les épidémies, je l'ai dit, et je pourrais le redévelopper avec des questions, font partie de ce que j'appelle des maladies de l'Anthropocène, et donc on ne peut pas les traiter simplement par des réactions immédiates, par des réactions de présentisme. C'est ça la catastrophe. Au contraire, il faut, si vous voulez, un travail de préparation. Je vais vous donner des exemples très concrets. Alors que, je pense que mon ami Frédéric Pierru a dû en parler hier, alors que nous avons subi, n'est-ce pas, une casse des établissements hospitaliers de par les logiques néolibérales, n'est-ce pas, et que nous voyons bien aujourd'hui comment la fermeture de 100 000 lits d'hospitalisation, comment le non-remplacement de praticiens hospitaliers, d'infirmiers, etc., ont affaibli l'hôpital au point qu'aujourd'hui, le pouvoir ne traite pas l'épidémie, mais traite en quelque sorte le dysfonctionnement des services hospitaliers auxquels il a contribué lui-même depuis près de 20 ans au moins. Donc, en gros, il ne s'agit pas de trouver, si vous voulez, des moyens de réaction à l'épidémie de Covid. Il s'agit de mettre en place un système permanent de soins parce que, paradoxalement, c'est ce système permanent de soins et de protection sociale, que vous connaissez bien, de qualité, qui est le seul à même de pouvoir justement recevoir ces chocs inévitables d'un environnement transformé par notre propre développement. Je donne juste un exemple. On sait par exemple, si vous voulez, que le taux de mortalité d'Ebola tombe de 50 à 10% en fonction de la qualité des établissements hospitaliers dans un pays.
Donc, les pays en voie de développement, vous avez 50%, si vous voulez, 50% de morts, vous n'en avez plus que 10% dans les établissements des pays dits développés. Concernant, par exemple, les épidémies de choléra, nous savons que 80% de cas de choléra guérissent par simple réhydratation et soins d'accompagnement. Donc, vous voyez, c'est cela qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas de croire au miracle du vaccin, tant mieux si nous avons des vaccins, tant mieux si nous avons des traitements, mais ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que face aux chocs que nous subissons et à ceux qui nous attendent, j'insiste beaucoup là-dessus, face à ces chocs-là, il faut mettre en place un système permanent de soins de qualité, suffisamment flexible, parce qu'on n'est pas toujours, bien sûr, avec des crises sanitaires, mais qui soit à même d'être suffisamment pourvu et suffisamment ajusté justement aux chocs qui se préparent. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que justement, nous avons assisté à la destruction systématique des services publics en soumettant ces services publics à ce que Foucault appelait une éthique entrepreneuriale de concurrence et de quantification de l'activité, T2A à l'hôpital, T2C en psychiatrie, c'est-à-dire une certaine conception de la valeur qui ne fait pas de l'acte de soin, si vous voulez, sa finalité, mais qui exige des équipes soignantes qu'elles s'alignent sur des performances techniques précises pour aboutir à, si vous voulez, à des scores technico-financiers. Alors, c'est ce drame-là. Vous voyez, donc, là, je n'ai pas le temps de développer, mais le néolibéralisme, ce n'est pas le libéralisme. Ce n'est pas ce que pensaient les physiocrates. Ce n'est pas, si vous voulez, laisser au marché le soin d'établir la véridiction du prix du grain de blé, n'est-ce pas, pour reprendre les phrases de Foucault. Véritablement, n'est-ce pas, le néolibéralisme, c'est cette idée que c'est par la concurrence qu'on obtiendra la meilleure économie et la meilleure société. C'est-à-dire, c'est une éthique de la concurrence. Et les États n'ont pas, contrairement au libéralisme, n'ont pas à laisser faire les marchés, les États ont à modeler les différents services qui sont les leurs, les différentes règles formelles qu'ils doivent prescrire et établir sur le modèle des marchés. C'est-à-dire, c'est le modèle des marchés qui informe le modèle de l'État. L'État n'est plus un contre-pouvoir par rapport aux intérêts privés, aux intérêts particuliers, aux intérêts des marchés. L'État, et si vous voulez, doit prendre modèle sur les marchés et transformer ses services. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous savez bien, n'est-ce pas, que aussi bien tous les services reposent aujourd'hui sur la concurrence. Or, Paul Valéry, que je citais, avait déjà une très belle formule. Il disait: la concurrence ne parvient pas à la meilleure qualité, mais au meilleur marché. Donc, en gros, c'est le moins cher. Et bien, c'est aujourd'hui ce qui est fait de nos services. C'est ce qui est fait de nos actes professionnels et c'est ce qui est fait de nos vies. Alors, comment nous en sommes arrivés là? Ben, nous en sommes arrivés là, justement, si vous voulez, sur la base de croyances. C'est ça aussi mon livre, les croyances, par exemple, de darwinisme social. Darwin n'était pas darwiniste, mais c'est un autre problème. C'est Herbert Spencer qui est vraiment, si vous voulez, modèle de référence des néolibéraux, comme des nazis d'ailleurs, on pourrait y revenir, et qui considère qu'il ne faut pas que l'État protège les plus faibles, protège les débiles, protège les mal bâtis. Il faut laisser faire, en quelque sorte, il faut laisser faire la sélection naturelle pour avoir les meilleurs individus. De ces meilleurs individus se produira la meilleure société et de l'affrontement des différents pays par une sélection naturelle, n'est-ce pas, se fera la meilleure civilisation. Ce truc est complètement fou. Il a été parfaitement, si vous voulez, utilisé par les nazis et il a été recyclé par l'école de Chicago des économistes néolibéraux. C'est la concurrence qui produirait le meilleur. Alors, c'est ça, vous voyez. En gros, la suite, ce qui m'a conduit à considérer que tous les discours de l'effondrement de la collapsologie, par exemple, qui craignent un désastre à venir, ne sont que les symptômes et les expressions d'un effondrement qui a déjà eu lieu, c'est l'effondrement de ce système symbolique, de cette manière de penser et de juger qui est hérité, encore une fois, du 19e siècle et du début du 20e, et qui repose sur cette idée spencerienne d'un darwinisme social. Alors, je n'ai pas le temps, si vous voulez,
de le développer, mais c'est amplement développé dans mon livre. Vous voyez, il est fou. Enfin, il faut le dire. Alors, il y a des phrases terribles, notamment Benjamin qui parle des services, des cervelles réduites et modes. Il y a une critique énorme. Voilà. Il faut voir d'ailleurs, là aussi, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il faut voir tout ce qui va constituer des valeurs solidaristes, des valeurs humanistes. Et encore une fois, ce n'est pas des ultra-gauchistes, ce n'est même pas des marxistes, hein, ce sont des radicaux socialistes, francs-maçons, humanistes, n'est-ce pas, mais qui ont des programmes politiques comme Léon Bourgeois, comme Alfred Fouillet, comme Célestin Bouclier, qui ont des programmes politiques qu'aujourd'hui on trouverait révolutionnaires, qui reposent justement contre Spencer. C'est-à-dire il est nécessaire qu'il y ait des valeurs de justice, des valeurs de solidarité, des valeurs de fraternité pour éviter ce choc désastreux, justement, d'un rapport altéré à la nature. Alors, effondrement de ce système de pensée, effondrement de cette capacité de juger. Et là, vous voyez, ça rejoint. Il faut voir que Spencer a écrit un livre sur l'évolutionnisme, justement, sur le moral évolutionniste. Et là, c'est intéressant parce qu'il faut se référer à Hannah Arendt, justement, qui montre bien le lien entre la capacité de penser et la morale. Elle écrit, Hannah Arendt, si la capacité de distinguer le bien du mal se révélait liée au pouvoir de penser, on devrait être en mesure d'exiger de tout être sain qu'il l'exerce, quel que soit son degré d'érudition ou d'ignorance, d'intelligence ou de stupidité. Alors, vous le savez, elle a développé cette question de la morale, notamment à partir du procès d'Eichmann. Bon, elle a parlé de la banalité du mal, ce qui a été très mal compris, les gens ont dit n'importe quoi là-dessus. Chez, si vous voulez, chez Hannah Arendt, c'est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que la morale se déduit d'une capacité de penser, ce dont justement Eichmann s'exonérait en quelque sorte, puisqu'il ne parlait qu'un langage administratif en dehors de ces quelques pitreries. Et en gros, lorsqu'il se réfère, n'est-ce pas, à une rationalité purement fonctionnelle, purement, si vous voulez, de soumission justement au système et aux ordres d'une société totalitariste, il ne fait que dire que la bureaucratie pense à sa place. Mais ça, c'est pas idiot du tout, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place? Aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est la tentative de nous faire intérioriser, incorporer entre cuir et chair une bureaucratie à tous les étages, pas seulement au niveau politique, pas seulement au niveau des institutions sanitaires, juridiques, sociales, d'information, mais une bureaucratie, une espèce de micro-bureaucratie au niveau de l'existence quotidienne. C'est la protocolisation des actes de vie. C'est en quelque sorte une normalisation, si vous voulez, totalitaire une espèce de l'étang moderne si vous voulez, de Charlot, c'est en quelque sorte visser, n'est-ce pas, sur une chaîne de production des pièces détachées. Et vous savez que ça, c'est un habitus. C'est pas simplement un acte professionnel. C'est en quelque sorte une norme, et c'est une norme qui devient une norme de vie. C'est-à-dire qu'il va l'intérioriser comme habitus au point de sortir dans la rue et de visser les tétons des femmes qu'il rencontre jusqu'à passer lui-même dans la machine et devenir un rouage, n'est-ce pas, de cette grande machine totalitaire. Et bien, ça, en quelque sorte, il faut bien voir que c'est ce qui se produit lorsque on n'invite pas, et là c'est catastrophique au niveau du ministère de l'Éducation nationale, vous savez, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur, d'ailleurs, et aussi au niveau des soins, bien sûr, lorsqu'on n'invite pas les citoyens à penser leur acte professionnel, mais à se soumettre à des protocoles normés, n'est-ce pas, qui constituent une bureaucratie qui pense à leur place. Et ça, vous voyez, c'est encore une fois, je n'aurai pas le temps de développer ce point, il ne s'agit pas de réduire les choses par rapport au passé, il s'agit de comprendre aujourd'hui ce qui du passé existe sous une forme nouvelle et actualisée. Vous voyez, c'est un point différent, en quoi la psychanalyse a aussi des choses à dire, peut-être plus là que les philosophes ou les sociologues. Alors, il faut voir que parmi ces valeurs, il y a cette valeur de concurrence, il y a cette valeur d'une évolution naturelle des sociétés, ce qui est complètement aberrant, ce qui est faux, puisqu'on sait bien qu'il y a des civilisations entières, civilisation maya, civilisation des vikings, enfin, des civilisations entières qui se sont effondrées. Bon.
J'y ai déjà fait allusion, donc ce n'est pas du tout, encore une fois, une évolution naturelle. Il y a un texte formidable d'André Lalande sur l'illusion évolutionniste. On connaît beaucoup André Lalande, son dictionnaire de la philosophie, il a écrit ce livre qui est magnifique. Et il y a une autre conception, c'est celle du progrès. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui aujourd'hui s'effondre, si vous voulez, c'est une conception du progrès alignée simplement sur le développement des techniques et des sciences. Et donc, vous voyez, un progrès qui ne tient pas compte de ce qu'il en est de la justice sociale, de ce qu'il en est, si vous voulez, du soin, je dirais, quasi démocratique aux vulnérabilités. Et donc, aujourd'hui, cette exigence d'un progrès social, ce désir d'une justice fraternelle, qui était aussi présent, encore une fois, à la fin du 19e, au début du 20e, en opposition au darwinisme social, eh bien, c'est très important parce que vous voyez bien aujourd'hui que le danger, c'est de dire, ben voilà, on a les nouvelles technologies, c'est formidable. Nos progrès techniques, c'est formidable. Nos progrès scientifiques sont formidables. Vous avez bien vu, là, c'est en train de se produire par rapport au vaccin, où en quelques mois, on arrive à faire le parcours qu'habituellement, on mettait 10 ans à accomplir. Tout ça, c'est formidable. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que, là encore, n'est-ce pas, c'est comme si, du coup, la sagesse, la justice, l'épanouissement psychique n'allaient n'être que le résidu de ce développement-là. C'est-à-dire que c'est comme si nous pouvions confier, vous voyez, c'est une autre forme de technocratie, je dirais, c'est comme si nous pouvions confier aux techniques le soin de produire un progrès à notre place. Et là, il y a une phrase de George Orwell que j'aime beaucoup, qui dit, quand on me parle de progrès, je demande toujours s'il me rend moins humain ou plus humain. Et je crois que ça veut bien dire, vous voyez, ce qu'il en est. Alors là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais dans l'ouvrage, je fais aussi beaucoup référence aux travaux de Nicolas Berdyaev, qui a montré en gros, si vous voulez, que l'actualisme technique, qui est aussi un actualisme aujourd'hui économique, cet actualisme-là amène l'individu à se modeler sur les exigences de la machine. Et si vous voulez, si on prend le transhumanisme, on voit bien comment il pose, je dirais, l'ordinateur en tant que machine matérielle, machine algorithmique, comme étant l'idéal auquel nous devons nous identifier. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui joue. Il y a, si vous voulez, un slogan qui me paraît dire ce qu'il en est de ce paradigme de pensée qui, à mon avis, est mort. Les néolibéraux ne le savent plus, mais ils sont morts. Alors, ils ne sont peut-être pas morts au niveau du pouvoir politique ou au niveau du pouvoir institutionnel, mais ils sont morts en tant que métaphysique. Ils sont morts en tant que croyance. Vous voyez, plus personne ne peut croire que le néolibéralisme, la globalisation, etc., va nous apporter la réduction des inégalités, va nous apporter l'épanouissement subjectif, va nous apporter, n'est-ce pas, un bien-être collectif. Alors, ce slogan, il est très important. C'est le slogan de l'exposition universelle Chicago en 1933 qui dit « La science trouve, l'industrie applique et l'homme s'adapte ». Eh bien, justement, c'est ce à quoi nous avons abouti, c'est-à-dire, encore une fois, à la catastrophe. Alors, je n'ai pas non plus le temps de développer, vous voyez, mais nous sommes pris aujourd'hui, je travaille beaucoup dans l'ouvrage aussi, sur les différents régimes de temporalité. Comment nous le savons depuis longtemps, nous le savons, je dirais, depuis Baudelaire, quand Baudelaire définit le moderne comme étant le fugitif, le contingent, le provisoire, il montre bien ce que les historiens appellent une discordance des temps dans la modernité et qui est véritablement le défi de la modernité. Le défi de la modernité, c'est comment faire face à cette discordance des temps, comment faire avant. Alors, l'actualisme technique, ben justement, ça fait du temps et du progrès une espèce de partition automatique, mécanique, jouée sur un fleuve linéaire, irréversible, homogène, mesurable et orienté vers le futur, qui serait le temps. Et notre conception du temps, c'est ça, une espèce de flèche orientée vers le futur, alors même que le futur, nous le réduisons dans nos pratiques sociales à l'imminent. Nous confondons futur et imminent. C'est-à-dire, si vous voulez, que le temps est considéré comme une succession d'instants et notre regard est orienté vers l'instant d'après et ce n'est pas ça le futur. Tout un travail aussi que je fais, que je n'ai pas évoqué là, sur l'utopie. Alors, le technicisme technique favorise la transformation du vivant, des organismes vivants, en organisation. C'est aussi ça, vous voyez, la bureaucratie. Et tend donc à déposséder les sujets de leur capacité de penser et de décider.
qui a décidé. Et cette technocratie, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, opère dans le grain le plus ténu de nos existences, de nos métiers, avec des agences du New Public Management, par exemple, mais encore dans la manière même de penser nos actes professionnels et d'en établir la valeur. L'économie se développe aux dépens de l'histoire, de la culture, de la morale, de la fiction, et c'est une violence faite aux métiers et à ceux qui les exercent. Le travailleur idéal, c'est la machine. Et donc, la civilisation des machines et des algorithmes tend aujourd'hui à altérer notre rapport au temps en faisant du temps le vecteur d'un asservissement à la vitesse, c'est-à-dire que chaque instant doit être remplacé par le suivant le plus rapidement possible. Et là, on le voit même au niveau de cette crise du Covid, vous voyez, vite passer, encore une fois, à autre chose. Bon. Il faut bien voir que ce n'est pas qu'un problème philosophique, c'est un problème politique, c'est un problème pratique sur lequel repose la taylorisation des métiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, cette conception du temps, elle est consubstantielle en quelque sorte, vous voyez, à la taylorisation des métiers, c'est-à-dire à la décomposition d'un métier en tâches diverses et variées, établies par des experts qui prescrivent à des travailleurs le soin de les accomplir, c'est-à-dire qu'ils pensent pour eux. Et ça, vous l'avez, c'est pas seulement aujourd'hui, les chaînes de production ne sont pas simplement, si vous voulez, la servitude volontaire et l'asservissement social des travailleurs et des employés. C'est le cas de tous les travailleurs, pas seulement le cas des ouvriers. C'est le cas aussi bien du chirurgien, du chercheur, du journaliste, du prof, du psychologue, etc. Cette protocolisation, elle est la nouvelle forme, si vous voulez, de la taylorisation. Face, bien sûr, à ce danger-là, je dirais qu'il y a, face à cette discordance des temps, deux positions politiques que nous connaissons bien, deux attitudes politiques qui s'expriment et qui, les deux, à mon avis, sont tout à fait délétères. La première, c'est le déclinisme. Le déclinisme propre à ce que Émile Cioran appelle, n'est-ce pas, l'originaire de la pensée réactionnaire. C'était mieux avant, et c'était mieux à l'origine. Le salafisme, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Le salafisme, c'est un retour à la manière de vivre des compagnons du prophète. Donc, ce discours-là, nous le connaissons, c'était mieux avant, et donc c'est la pensée réactionnaire par excellence. La deuxième attitude politique, qui à mon avis est tout aussi dommageable, c'est ce sera mieux demain, c'est-à-dire le pseudo-progressisme. Et ce pseudo-progressisme qui souvent s'appuie sur la mode, j'y reviendrai, n'est-ce pas, pour justifier l'immobilité sociale. La mode, c'est le meilleur moyen, n'est-ce pas, de faire du surplace. Vous savez, c'est le guépard, c'est ancré dans le guépard, tout changer pour que rien ne bouge. Et donc, là, vous avez une espèce d'agitation frénétique, parfois incarnée d'ailleurs par les présidents de la République eux-mêmes, une agitation frénétique vers l'imminent qui n'est rien d'autre qu'une obturation du rapport au passé comme une obturation par rapport au futur. Alors, face à ces mirages, face à ces illusions de l'esprit évolutionniste et pseudo-progressiste, vous voyez, eh bien, il importe de relever les défis de la modernité. Pour vous donner, si je le retrouve, une citation du candidat de référence majeure, comme vous savez, ce qu'il en est justement de la pensée pseudo-progressiste qui mise sur un évolutionnisme. Il écrit « L'idéologie évolutionniste fonctionne comme auto-justification des intérêts d'un type de société, la société industrielle, en conflit avec la société traditionnelle d'une part, avec la revendication sociale d'autre part. » Voilà, donc si vous voulez, ce qu'il en est aujourd'hui d'une pensée qui se prétend progressiste et qui ne l'est pas, bien évidemment. Alors, face, si vous voulez, à ces mirages et à ces illusions, eh bien, il importe de relever les défis de la modernité. Et donc, si vous voulez, c'est là où j'insiste, même si je n'ai pas trop le temps de développer, il va nous falloir traverser un moment de dépression. Si on prend ce que nous enseigne la psychanalyse, n'est-ce pas, au lieu de continuer à produire de manière maniaque et compulsive, n'est-ce pas, il va nous falloir accepter, quelque part, que les principes fondamentaux de nos sociétés thermo-industrielles, n'est-ce pas, nous précipitent vers l'abîme, et donc il va falloir en faire le deuil. Et faute de ce deuil, on ne pourra pas créer. Alors,
Il va falloir faire le deuil de cette idée que tout développement des techniques de l'industrie est formidable. Bien sûr que c'est formidable. Attention, je ne suis pas technophobe et encore une fois, je considère que bien sûr, n'est-ce pas, nous avons eu des acquis civilisationnels grâce, encore une fois, aux techniques et grâce, si vous voulez, aux sciences et à l'industrie. C'est ça le problème. Mais tout développement, ce sur quoi j'insiste, peut être mon propos un peu original pour autant qu'il le soit, eh bien, tout développement de techniques, des industries, de l'économie, du savoir, etc., globalisé par exemple, doit s'accompagner de dispositifs de protection sociale et sanitaire. Et c'est là où nous avons un rôle majeur aussi à jouer. C'est-à-dire, si vous voulez, à moins de tomber dans l'illusion, on va dire, nazie, néolibérale, de Spencer, ce sont les meilleurs qui resteront, et tant mieux si les plus mal bâtis, les plus vulnérables meurent. Au contraire, nous disons, il faut protéger la vulnérabilité parce qu'elle est le levain même du développement de notre espèce humaine. Elle est l'humanité dans l'homme. Et donc, c'est la vulnérabilité, nous devons en prendre soin, n'est-ce pas? Et ce, d'autant plus que par ailleurs, il y a des efforts de développement. Ensuite, il nous faut changer les modes d'évaluation. Il faut arrêter ces évaluations. Il faut les casser, les évaluations par les chiffres. C'est fini. Hein. Vous savez ce que disait Alfred Sohi, hein, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent toujours par dire ce qu'on veut leur faire dire, par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec, n'est-ce pas, une évaluation calquée sur les valeurs sportivo-managériales, n'est-ce pas, qui finalement ont détruit tous nos services de soins, tous nos services d'assistance, tous nos services, si vous voulez, de protection. Il faut donc casser ces modes d'évaluation. Il faut les casser et il faut restituer à ce que j'appellerais la démocratie professionnelle ce que la technocratie, n'est-ce pas, nous a confisqué. Et là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais cette technocratie, n'est-ce pas, Bourdieu disait il faut restituer à la démocratie ce que la technocratie doit confisquer. Cette technocratie aujourd'hui, elle opère, et là je pense à mon ami Johan Chapoutot, l'historien, n'est-ce pas, à Libre d'obéir, elle opère, si vous voulez, de la même manière qu'opéraient les nazis, c'est-à-dire par des agences parallèles des services d'État, les ARS, HAS, AERS, etc. Toutes ces agences technocratiques sont en quelque sorte, si vous voulez, là mandatées pour modeler les services publics sur les valeurs qu'elles sont censées porter, soit par le parti, avec bien sûr les nazis, soit, si vous voulez, avec un État libéral, néolibéral pour aujourd'hui. Il faut aussi en finir avec le court-termisme, qui est devenu le seul régime de temporalité, alors même que les défis sont globaux et à long terme. On voit bien, regardez un exemple très simple, tout bête que la Covid-19 nous a appris, n'est-ce pas? Les économies que les États néolibéraux ont pu faire sur l'hôpital, sur les services sociaux, sur les services de protection, etc., regardez combien ça coûte aujourd'hui. Regardez combien les économies faites par l'externalisation des fabriques de masques, des fabriques de réactifs, des fabriques de bouteilles d'oxygène coûtent aujourd'hui. Il y a là, on voit bien, on est dans ce que mon ami Bernard Marie s'appelait l'économisme, c'est-à-dire l'idéologie de l'économie et non pas la rigueur de l'économie et non pas l'art même de l'économie. C'est un point important. Vous savez bien qu'on a fermé l'usine de Plaintel de fabrication de masques, que l'État français n'a pas tenu parole, que Marisol Touraine en particulier n'a pas tenu parole et n'a pas, n'est-ce pas, honoré l'engagement que l'État avait vis-à-vis de cette entreprise d'acheter 60 millions de masques chaque année comme réserve nationale. Ça a planté l'usine, qui a fermé. On a mis à la casse les machines, qui venaient juste d'être acquises, n'est-ce pas? Et le modèle est parti d'ailleurs aux États-Unis, parce que c'était un groupe américain qui avait acheté l'usine. Vous voyez, on a voulu économiser et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, vous voyez, l'externalisation, qui est un principe même de concurrence, le principe du moins-disant social, eh ben, il nous coûte beaucoup plus cher. Donc, je crois que ça veut dire simplement, c'est pas simplement l'économie, c'est pas que la politique, c'est là où je pense que nous avons, nous, un mot à dire en tant que psy, c'est un certain rapport au temps. C'est-à-dire qu'en gros, l'avenir, c'est le court terme,
Or, l'avenir, ce n'est pas le court terme, ce n'est pas l'imminent. C'est-à-dire qu'il nous faut donc, vous voyez, changer notre manière de penser la culture, de penser l'histoire, et il nous faut donc redonner aux sciences sociales et aux sciences humaines la place qui leur revient. Et vous savez bien que ce n'est pas ce que fait Blanquer, bien sûr. Donc, il faut pouvoir redonner aux sciences sociales et humaines la place qui leur revient pour anticiper les menaces et construire notre. Pour cela, il nous faut justement repenser le passé. C'est un point qui est extrêmement, important. Alors, je voulais vous dire une question de Marc, mais je pense que j'ai dû déjà. Oui, je crois que je vous l'ai déjà donné, enfin, je vous la redonne à l'essentiel. Il dit le proche passé pour l'homme moyen, un commode écran, il lui cache les lointains de l'histoire et leurs tragiques possibilités de renouvellement. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais une dizaine de minutes. Oui. Comme j'ai à peine. Oui, on peut arrêter vers midi pour avoir le temps des débats. Donc, si vous voulez, il nous faut absolument, en quelque sorte, il nous faut, oui, mais je m'aperçois que je n'ai pas commencé, c'est pas grave. Oui, donc, il nous faut absolument repenser nos catégories de jugement, repenser nos catégories, si vous voulez, de valeurs, nos catégories. Bon. Et donc, ça veut dire que nous devons, encore une fois, nous devons non seulement, bien sûr, les probabilités, c'est formidable. Bien sûr, la rationalité pratico-formelle, ça apporte beaucoup. Bien sûr, les modèles algorithmiques prédictifs, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ces modèles ne peuvent prédire que ce que nous avons déjà connu. Et donc, ces modèles sont incapables de répondre à l'exigence que de devoir se préparer à rencontrer ce qu'on appelait en épistémologie le signe noir. Si vous voulez, tous les signes sont blancs jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'on pensait que tout signe était, et c'est la logique inductive, hein, on n'a pas trouvé d'autres signes que blancs, donc par conséquent, tous les signes sont blancs. Sauf qu'au XVIIIe, on s'aperçoit qu'il y a des signes noirs. Donc, si vous voulez, les probabilités, les modèles prédictifs fonctionnent là-dessus. Et ça ne suffit pas. Et c'est aussi pour ça que nous avons besoin de la fiction. C'est aussi pour ça que nous avons besoin de la littérature. C'est aussi pour ça que nous avons besoin de l'imagination. Donc il faut restaurer la pensée humiliée, comme disait Camus, dans ses droits. Donc il faut, en quelque sorte, la pensée humiliée par la rationalité, bien sûr. Il faut restaurer, voyez, la pensée dans ses droits, et c'est là où, encore une fois, je crois que, par exemple, quelqu'un comme Bill Clinton, je ne voudrais pas faire l'éloge de Bill Clinton, hein, ce n'est pas mon souci, vous vous en doutez, mais il a eu l'intelligence, en 1997-98, d'être terriblement, si vous voulez, impressionné par un roman de science-fiction. Ce ne sont pas ces experts qui l'ont informé, c'est Richard Preston qui avait écrit L'affaire Cobra et qui avait, dans ce roman, si vous le trouvez, moi j'ai beaucoup de mal, finalement je l'ai eu, là il y a plus de 500 pages, c'est un roman de science-fiction tout à fait, vous voyez, formidable. Il montre ce que pourrait devenir l'acte d'un bioterroriste. Et du coup, il a cette idée. Et Richard Preston va se trouver invité dans non seulement les colloques scientifiques, les colloques académiques, non seulement, si vous voulez, par les réunions de chercheurs, mais aussi pour les conseils de défense, mais aussi pour les stratégies, vous voyez, de défense. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors, je crois, vous voyez, je crois absolument nécessaire de bien prendre la mesure de l'importance de la fiction, l'importance de l'imagination pour prévoir ce que nous n'avons pas encore rencontré. Alors, pour terminer, et je vous laisserai le compter, ce que je pensais vous dire, mais pour terminer, si vous voulez, c'est l'histoire et la psychanalyse qui, à mon avis, peuvent aujourd'hui apporter un éclairage sur l'avenir, en considérant que le passé ne survit pas dans le présent comme trace et comme vestige, mais qu'il est en quelque sorte à chaque fois réactualisé sous une forme nouvelle. Et c'est cela qui est très important. Vous voyez,
on retrouve d'ailleurs sous la plume de Jacques Lacan, dans son discours de Rome de 1953, justement cette intuition, que Lacan nous a apporté le meilleur et le pire, et on retrouve, vous voyez, cette intuition qu'il a entre, je dirais, deux modèles de la psychanalyse, le modèle développemental et le modèle structural, et puis, justement, les modèles à l'histoire. Et il note, je le cite, la différence de consistance et d'efficacité technique entre la référence au stade prétendu organique du développement individuel et la recherche des événements particuliers de l'histoire d'un sujet. Elle est exactement celle qui sépare la recherche historique authentique des prétendues lois de l'histoire, dont on peut dire que chaque époque trouve son philosophe pour les répondre au gré des valeurs qui prévalent. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a là, chez Lacan, une intuition qui rejoint d'ailleurs la position philosophique qui est la mienne, qui est celle des thèses sur l'histoire de Walter Benjamin. Lorsque Walter Benjamin écrit « Le vrai visage de l'histoire n'apparaît que le temps d'un éclair. On ne retient le passé que comme une image qui, à l'instant où elle se laisse reconnaître, jette une lueur qui jamais ne se reverra. Irrécupérable est en effet toute image du passé qui menace de disparaître avec chaque instant présent qui en elle ne s'est pas reconnu visé. » Vous voyez, c'est un point très important. Je ne sais pas si je suis clair, comme je me presse un peu, je ne sais pas si je suis clair. On le retrouve chez un des meilleurs commentateurs de Walter Benjamin, qui est Stéphane Moses, qui écrit « Dans cette vision du temps, le passé ne survit pas dans le présent comme une trace ou un vestige, mais il est à chaque fois réactualisé sous une forme nouvelle. Au contraire absolu de la thèse nietzschéenne de l'éternel retour, ce qui a eu lieu n'est pas irrévocable, mais peut être transformé, ou comme dit Benjamin, dans cette histoire, redimé, donc racheté au sens religieux. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon livre, j'essaie justement de montrer comment la notion de transfert s'éclaire par ces thèses de philosophie de l'histoire de Benjamin. Et le transfert comme justement, non pas une répétition du passé, c'est sans intérêt de prendre les choses par ce bout, non pas un éternel retour, mais le transfert comme étant en quelque sorte la réactualisation, non pas comme trace ou comme vestige, mais, vous voyez, du passé sous une forme réactualisée. Et ça, c'est très important, je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps, mais on a, si vous voulez, son équivalent du côté de l'histoire, avec les travaux notamment d'Adorno. Adorno, lorsqu'il existe, nous repensions le passé. Et c'est très intéressant parce qu'il nous montre notamment, et c'est ce que fait aussi mon ami Yoann Chapoutot, l'historien, aujourd'hui, il nous montre très bien comment le passé n'existe pas, le passé nazi n'existe pas seulement sous les vestiges des insignes, des signes et autres bêtises des petits nazillons de pacotille, mais que le nazisme existe aujourd'hui sous une forme réactualisée et que nous avons à l'extraire pour pouvoir en reconnaître la puissance et l'impact. C'est ce travail, vous voyez, que nous avons à faire. Et je crois, pour terminer, que l'ennemi de ce qui pourrait nous préparer au choc, je ne sais pas si j'ai été clair dessus, mais l'ennemi de ce qui pourrait nous préparer au choc présent et à venir, n'est-ce pas? Bien, ce sont les ennemis, les adversaires des sciences humaines et sociales, ce sont les adversaires de l'histoire de la psychanalyse. Et ils sont incarnés par quelque chose qui s'appelle la mode. La mode est aujourd'hui, si vous voulez, la mode aujourd'hui est très présente, comme vous le savez, au niveau du pouvoir, en particulier présidentiel, mais la mode, justement, a une fonction d'oubli. La mode, c'est justement cette idée que l'imminent va pouvoir nous guérir d'un passé réactualisé dont nous souffrons. Et la mode, elle repose sur quoi? Elle repose en particulier sur une dégradation du langage qui passe d'une fonction de révélation à une fonction de communication, de com, pour aller très vite, de verbiage, comme disait Benjamin. Donc, ça, c'est un point qui est très important, qui est assez développé dans notre société du spectacle, et elle repose sur une altération de notre rapport au régime, justement, de temporalité. Et si vous voulez, je voudrais terminer justement avec Benjamin, parce qu'il montre bien qu'il y a dans la mode
cette fonction d'oubli. La mode, c'est un médicament pour oublier les souffrances de l'histoire dont nous pourrions tirer un enseignement pour pouvoir choisir les bonnes options dans le présent et anticiper le futur. Et la mode, pour Benjamin, elle n'est que le masque d'éternel retour du même et du sentiment d'ennui, du renversement des extrêmes, de la frivolité. C'est la chasse à courre de la vanité sociale, au cours de laquelle on assiste à la répétition du même phénomène. Une partie de la société s'efforce de prendre une avance, même minime, qui lui permet de distancer celle qui la poursuit et celle qui cherche à combler ce retard en adoptant à son tour immédiatement une nouvelle mode. Donc, vous voyez, on a là quelque chose qu'on voit bien en politique, d'ailleurs, c'est un problème. Les modes ont une fonction sociale autant que subjective. Ce sont des médicaments contre l'oubli qui tentent par la diversion et le divertissement de pallier aux maladies de la mémoire. Or, j'ai parlé de maladies de l'anthropocène, mais on pourrait aussi bien parler aujourd'hui de la maladie de la mémoire. À mon avis, ce sont les deux versants du même phénomène. Encore une fois, Benjamin, et je termine avec ça, les modes sont un médicament destiné à compenser à l'échelle collective les effets néfastes de l'oubli. Plus une époque est éphémère, plus elle est dans la dépendance de la mode. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Goury. Votre intervention a été très éclairante et amène à tenter d'approfondir un certain nombre de choses, en particulier tout ce que vous amenez sur les ponts entre les concepts psychanalytiques de la mémoire, du transfert, avec les concepts des historiens, hein, comme Benyaïn, dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Alors, dans le chat, il y a beaucoup de choses qui sont parues. On voit toutes vos interventions ont fait écho à ce que nos collègues rencontrent dans leur pratique, hein, autour de la protocalisation, de la place des experts. Bon, il y a beaucoup de commentaires, on va dire, en lien avec les pratiques professionnelles. Il y a des questions, alors il y en a de deux types. Il y a des questions un peu plus de précision, c'est celle que je vais vous poser d'abord. Et ensuite, il y a toute une partie de questions, c'est plutôt comment faire, comment dépasser, comment accompagner les jeunes, enfin voilà, des questions plus de prospective. Donc, dans la première partie des questions, voilà, il y avait des personnes qui souhaitaient que vous reveniez sur votre position par rapport à la collapsologie, qui voulaient que vous reveniez aussi sur le concept de mémoire en disant qu'actuellement, on réduit le travail de mémoire à la célébration mémorielle, avec référence par exemple à ce que le président Macron a fait au moment du décès de Daniel Cordier, hein, qui a eu un rôle important dans notre histoire nationale. Et ensuite, revenir sur cette croyance dans le progrès. Est-ce que c'est une illusion? Et justement, à ce propos-là, je vais citer une citation de votre livre que vous faites de Baudelaire et que je trouve très jolie, qui dit « La croyance dans le progrès est une doctrine des paresseux ». Voilà. Donc, sur ces points-là de la notion de progrès, de mémoire, de célébration mémoriale, de collapsologie, voilà, vous pouvez préciser. Sur la collapsologie, si vous voulez, je trouve que c'est une démarche intéressante puisque elle tente une interconnexion de différentes disciplines pour rendre compte finalement de cette maladie de la civilisation qui est l'anthropocène. Nous sommes en train, si vous voulez, de ruiner la planète, mais ce que je dis souvent, c'est que cette crise écologique n'est que la part émergée de l'iceberg d'une véritable crise anthropologique. Comment voulez-vous que nous traitions mieux la planète que nous nous traitons nous-mêmes ou que nous traitons les autres? C'est-à-dire dans un rapport, si vous voulez, d'altération et d'indignité, quelque part. Nous ne respectons pas la dignité de la planète. Et comment voulez-vous que nous respections la dignité de la planète puisque nous ne sommes pas à même de respecter la dignité des autres et la nôtre? Donc, simplement, pour moi, on ne va pas aboutir, si vous voulez, on ne va pas aboutir très loin si on ne considère pas que ces pratiques, en quelque sorte de destruction, ne sont que la matérialisation d'une certaine manière de penser le monde et de penser le sujet humain. C'est pour ça que je dis que
si vous voulez, le paradigme, en quelque sorte, il est effondré. Je ne sais pas si je suis clair. Donc pour moi, ce sont les symptômes. Ce n'est pas, la maladie est une maladie de structure. Tant que nous continuerons à penser et à parler le monde et l'humain de cette manière, c'est-à-dire avec les vieux concepts de concurrence comme étant ce qui produit le meilleur, avec les vieux concepts de progrès comme étant ce que nous confions aux techniques et aux sciences pour nous développer, tant que nous serons là-dessus, ben on ira vers la catastrophe, on ira vers l'abîme. Oui. Après, sur la célébration mémorielle, vous l'avez dit vous-même, la célébration mémorielle, elle n'est qu'un effet de la mode. Un effet de la mode dans une société du spectacle où on va en quelque sorte célébrer les vestiges et les traces pour oublier, et pour ne pas repérer les formes actualisées du passé dans notre présent. Donc, vous voulez, c'est formidable de célébrer un résistant, de célébrer les crimes de l'esclavage, je veux bien, mais on est encore une fois en quelque sorte quelque chose de la muséographie, alors même que le passé dont nous souffrons, il n'est pas, encore une fois, simplement sous forme de vestiges, de médailles, de traces, etc. Vous voyez, vous avez eu la gentillesse de citer, si vous voulez, de citer un de mes passages. Moi, j'aimerais citer, mais je ne vais pas le retrouver comme ça, malheureusement, il y a un poème de Brecht qui est absolument formidable, qui s'appelle « Efface des traces ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, je le cite dans l'ouvrage, mais malheureusement, je ne sais plus trop où justement, Brecht dit qu'est-ce que c'est le moderne? Le moderne, c'est le souci d'effacer les traces, c'est-à-dire bon, je ne vais pas le trouver, et en gros, c'est si tu rencontres tes parents, voilà, ça y est, je vous donne juste le début parce que j'ai pas le temps. Si tu rencontres tes parents en Hambourg ou ailleurs, passe à côté d'eux, étranger, tourne la rue, ne les reconnais pas. Baisse sur tes yeux le chapeau qu'ils t'ont donné, ne montre pas ton visage, au contraire, efface des traces. Donc c'est ça la prescription de la modernité. Alors, face à cette prescription, n'est-ce pas, efface des traces, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va en attraper une qu'on va en quelque sorte mettre en spectacle. Je ne sais pas si je suis clair. Sur le progrès, alors sur le progrès, j'en parle beaucoup, vous le savez, dans l'ouvrage. J'en parle aussi à propos, si vous voulez, bien sûr de Benjamin, mais aussi de George Orwell, mais aussi enfin, de plusieurs penseurs, ou Adorno et d'autres, n'est-ce pas? Il s'agit, il y a une phrase un peu compliquée, donc je ne vais pas développer, d'Adorno, qui dit, en gros, il s'agit de défendre le progrès contre la propagande du progrès. Il s'agit de défendre le progrès contre la séduction de la rhétorique du progrès. Je ne sais pas si je suis clair. Vous avez aussi ce travail formidable chez Paul Virilio, qui a écrit des choses tout à fait là-dessus. En gros, on vous fait croire aujourd'hui que tout sera mieux demain grâce aux nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est formidable. La preuve, regardez, on peut tenir un colloque alors que nous sommes confinés. Bon, c'est tout à fait formidable. On peut avoir des réunions avec des enfants, des petits-enfants, etc., et des copains. Bon, très bien. Bon, bien que ça nous prive de quelque chose. Et donc, il est aussi important de mesurer le poids de ce dont nous sommes privés. Le partage du sensible, la dématérialisation, l'odeur, la chair, le corps, enfin, vous voyez. Bon. Mais, en gros, ça serait fou de penser que l'évolution des techniques, or c'est l'étude qu'on a, quand par exemple, vous voyez, que l'évolution des techniques va nous amener à être sages. Il y a un travail très important, que je ne vais pas développer non plus, de George Friedman là-dessus, qui parle beaucoup de cette dissymétrie entre eux, on l'a chez Nicolas Berdyaev aussi, cette dissymétrie entre le développement, si vous voulez, des techniques, des machines, des algorithmes, des discours scientifiques et l'état psychique dans lequel nous sommes en tant que société, en tant que sujet. Je ne sais pas si je suis clair. C'est un peu à la manière de Winnicott comme une espèce de faux soi, si vous voulez, de clivage entre une part
qui reste très, 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 comment dire, très, très rabougrie, qui est notre capacité d'épanouissement psychique, social et symbolique. On voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas quand même. Hein. Bon. Et puis, en gros, nous sommes, si vous voulez, clivés. Nous sommes en quelque sorte, nous ne nous sommes pas développés en termes de sagesse, de bonheur et de liberté. La liberté, c'est le pouvoir d'agir, hein, au même niveau que le développement des techniques. Est-ce que je suis clair? Ou de l'économie, ou de l'industrie, ou des sciences. Et c'est ça le problème majeur. Et on ne peut pas compter sur les sciences. Vous voyez, les sciences, les techniques et l'industrie pour pouvoir nous faire grandir, n'est-ce pas? Cette maturation, elle ne peut nous être apportée que par autre chose. Alors cette autre chose, je l'ai un peu ouvert du côté, n'est-ce pas, de l'univers symbolique, aussi bien de la pensée, aussi bien de l'histoire, de la fiction, etc. Je ne sais pas si je suis clair. Vous voyez. Et très brutalement aussi, il faut que nous réhabilitions aujourd'hui la parole en tant que porteuse de notre humanité et porteuse de notre démocratie. Et il faut que nous considérions aujourd'hui que, si vous voulez, là, attendez, je vais m'arrêter parce que comme je reçois plein de chats, en même temps, ça me perturbe. Voilà. Vous les avez laissés allumer. On avait dit qu'on enlèverait. Oui, et donc, si vous voulez, en quelque sorte, c'est ça, quoi. En gros, pour dire les choses bêtement, enfin, la vulnérabilité, c'est les conditions émergentes de l'amour, de l'art et de la politique, par exemple. Vous voyez? Parce que si on n'était pas vulnérable, on n'aurait pas besoin d'aimer. On n'aurait pas besoin de donner à un autre notre manque, n'est-ce pas? On n'aurait pas besoin de l'amitié. On n'aurait pas besoin de la politique. Souvenez-vous ce que dit Aristote. Pourquoi est-ce que les hommes font association et créent des cités? Ce n'est pas seulement pour répondre à leurs besoins matériels, c'est aussi parce qu'ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont besoin de leurs semblables pour savoir qu'ils existent. Vous voyez? Donc, en gros, je pense qu'on est toujours sur une société qui fait l'éloge de la force, de la concurrence, de la puissance, de la technique, sans se rendre compte que, bien sûr, ça apporte des éléments positifs, bien sûr, c'est indéniable, mais qu'en même temps, si par ailleurs, il n'y a pas, je dirais presque, entretien, développement, épanouissement de la vulnérabilité et des moyens d'en prendre soin, on va vers une société monstrueuse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Oui, je trouve que vous donnez des pistes aussi par rapport à la deuxième série de questions, de commentaires qu'il y a dans le chat sur que faire, comment dépasser cet état des faits, ce que vous dites sur la réhabilitation de la parole, sur aussi s'accrocher au métier. Hein. Il y a des questions aussi sur la perte des identités professionnelles avec par exemple la notion de compétences, avec l'usage des protocoles. Et là, voilà, la fin on arrive à la fin de l'intervention et effectivement, je pense que vous nous avez projeté aussi dans la suite, dans l'avenir. Je pense que la situation de confinement nous a fait aussi bien sentir les uns les autres combien on avait besoin de liens sociaux directs et pas par écran interposé et que ce contact-là était irremplaçable. Voilà, pour échanger et aussi pour transformer le monde, hein, parce que les choses sont beaucoup plus compliquées quand même quand on est isolé chez soi et derrière des écrans. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit commentaire de fin de conférence. Vraiment, je vous remercie d'abord de m'avoir entendu, soutenu. Et vous savez, la liberté, comme disait Hannah Arendt, requiert la présence d'autrui. Donc c'est en m'offrant votre présence que finalement vous me donnez un pouvoir de penser, un pouvoir d'agir. Je crois que ça, nous devons le revendiquer. Vous avez bien voulu évoquer l'appel des appels. Bon, l'appel des appels, je dirais, ça reste encore à développer, à vivifier.
Sinon, ça ne sera plus qu'une trace, qu'un vestige. Hein. Il faut justement pouvoir l'actualiser. Mais nous avions au moins une idée au départ, avec mes amis de l'Appel des Appels, c'est l'idée que nous ne savons pas si nous pouvons beaucoup agir sur la politique, sur le personnel politique, sur, je dirais, les pouvoirs politiques. Mais nous sommes au moins sûrs d'une chose, c'est qu'il existe une politique des métiers où les professionnels peuvent dire stop, ça n'a rien à voir avec la finalité de mon métier. Ça, je n'accepte pas. Mais ça présuppose d'une part de faire les analyses que nous tentons les uns et les autres de faire, de montrer en gros, par exemple quand même, quoi, je veux dire, il faut quand même être sérieux. On nous parle de 500, de 1000 milliards, alors qu'on a mis les gilets jaunes dans la rue pour 10 milliards. On nous parle, si vous voulez, de 500 et 1000 milliards, alors qu'on a foutu les gens, si vous voulez, dans la rue pour une réforme des retraites qui devait coûter 17 milliards à quelques échéances près. Donc, on n'est pas sérieux, quoi. Je veux dire, il faut dire, ça suffit. C'est-à-dire qu'en gros, vos exigences économiques, c'est en gros prendre les gens pour des cons. Enfin, il faut le dire. C'est une rhétorique de propagande qui vise à nous inviter, à nous asservir, à nous soumettre. Donc ça, je crois qu'il faut faire ces analyses-là. Je crois que c'est mûr, parce que les uns et les autres, nous portons cette parole. Je pense que mon ami Frédéric Pierru a dû vous en dire justement un certain nombre de choses sur notamment la casse du siècle, c'est-à-dire son travail sur l'hôpital. Bon, mais c'est vrai partout. Dans l'enseignement supérieur, c'est terrible. Regardez la lettre de Bruno Canard, n'est-ce pas, qui fait état du fait qu'on ne lui a pas donné les moyens de faire une recherche sur les virus. Et puis quand il y a eu effectivement le bêta-coronavirus, à ce moment-là, on a commencé à débourser l'argent, après ils ne savent pas qu'en faire. C'est chaque fois pareil. Et ça, vous voyez, il faut le faire aussi en référence à une pensée qui est une pensée de l'histoire. Camus, qui est un de mes maîtres à penser, disait que derrière les méthodes, il y a toujours des métaphysiques. Et donc nous devons extraire les métaphysiques de ces méthodes qui nous contraignent par la normalisation, la protocolisation, à une servitude volontaire, à une soumission sociale. Après, il faudra se faire une illusion. C'est-à-dire que après, il va de soi qu'il y a un rapport de force. Est-ce que nous serons à même de déterminer déjà entre nous, parce que nous sommes taylorisés. Vous savez, si vous prenez Taylor, l'Organisation scientifique du travail, vous avez dans la traduction française, n'est-ce pas, une préface de Le Châtelier. Quand je pense que des lycées portent le nom de Le Châtelier, ça me donne des boutons. Ben, Le Châtelier, il dit, en gros, l'Organisation scientifique du travail, elle permet de casser la solidarité sociale dans l'atelier, où les compagnons ralentissent la cadence pour éviter la mise au chômage des autres compagnons. Et il dit, ça permet de lutter contre la fainéantise naturelle de l'ouvrier. Mais c'est une monstruosité. Je veux dire, on a attaqué les nazis, mais allez lire Le Châtelier, et vous verrez qu'il y a des choses qui sont quand même, qui donnent un peu la tremblote. Donc je crois qu'il faut arriver à casser les évaluations qui individualisent les professionnels, non pas pour qu'ils améliorent les services rendus, mais pour qu'en quelque sorte, ils ne puissent pas établir une solidarité sociale, voyez, qui leur permettent de reprendre ensemble la main sur l'éthique de leur métier. Alors, je ne sais pas comment on pourra faire, mais je sais qu'il y a une politique des métiers. Et je vous avoue très franchement que je crois beaucoup plus à la politique des métiers et à la solidarité des professionnels, encore faudra-t-il la construire, qu'à des changements de personnel politique. Je vous remercie, Monsieur Gori, beaucoup de témoignages qui vous remercient aussi pour votre exposé vivifiant, enrichissant, passionnant. Voilà, donc moi j'engage tout le monde aussi à prolonger cette conférence par la lecture de votre livre, avec votre maison d'édition a un très beau titre, les liens qui libèrent. Et je pense qu'effectivement on est dans une situation où il faut syndicalement, politiquement, voilà, que nous allions de l'avant et que nous construisions de nouveaux modèles. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci de votre attention et de votre soutien. Merci.